C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, la trilogie gagnante École, Entreprise et Ministère, c'est une initiative du ministre de l'Énergie. Elle vise à créer des profils aptes à relever les défis énergétiques. Les députés travaillent à l'élimination du paludisme. Ils ont tenu une session sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de la campagne panafricaine Zéro Palu, je m'engage de Speak of Africa. Et puis les acteurs du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin s'approprient le document de la stratégie de mise en œuvre. Pour les travaux, ils se retrouvent pour un atelier de 3 jours à Parakou. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou a un objectif clair, rendre disponibles au Bénin des hommes de talent et de grandes compétences capables de relever les grands défis énergétiques. Avec la communauté universitaire d'Abomey-Calavi, il a célébré l'acte 5 de son initiative, la trilogie gagnante École, Entreprise, Ministère. Les précisions avec Renaud Akapo, Ola Rodrigue Babagbeto et Alexis Seguimon. La trilogie gagnante École, Entreprise et Ministère est à sa 5e édition. Pour la communauté universitaire, elle vient à point nommé pour une adéquation entre les offres de formation et le marché de l'emploi. Le choix de notre université pour la tenue de la présente activité rencontre parfaitement notre vision et notre politique en matière d'interaction féconde entre les offres de formation et les besoins du monde entrepreneurial et professionnel. Faire rentrer l'école dans l'entreprise et l'entreprise dans l'école pour des compétences locales qualifiées. C'est l'idée que le ministre Donald Jean-Claude Oussou a mis sur les rails pour assurer une relève de qualité pour le secteur de l'énergie. La trilogie est arrivée à l'université et les universitaires sont très heureux parce que ça fait longtemps que nous avons faim et soif de découvrir autrement ce qui devrait pouvoir réjouir nos apprenants. Monsieur le ministre, bravo, nous avons trouvé ce dont nous avons besoin. Les étudiants, le fer de lance de notre pays. Si nous faisons tout ça, c'est aussi pour vous, pour que vous ayez les éléments et les moyens de mieux vous exprimer demain. Non seulement dans vos études, mais aussi dans l'occupation prochaine des responsabilités qui vous incomberont dans les entreprises ou dans l'administration ou ailleurs. Lancée voilà bientôt 9 mois, cette initiative s'est accompagnée de résultats très reluisants. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais vous donner quelques exemples qui illustrent le développement de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Le nombre de stagiaires reçus. Nous sommes passés de 74 à 236. Le nombre d'emplois créés, nous sommes partis de 15 à 50 aujourd'hui. La trilogie gagnante est promise à un bel avenir. Elle s'est révélée comme la clé du succès pour préparer les jeunes talents aux réalités du monde de l'entreprise. On reste sur le campus d'Abomey-Calavi où le tandem ministère de l'Enseignement supérieur et l'Institut national de la femme luttent pour une égalité des chances dans les universités publiques. Et ceci passe par la prévention des grossesses précoces et le harcèlement sexuel. 2 situations au cœur de la semaine d'éducation à la santé sexuelle des jeunes. Alessandra Djotan et Michel Lévé. Les universités publiques au Bénin sont peuplées de jeunes en manque d'informations nécessaires pour une gestion responsable de la sexualité. Cette semaine, initiée par le ministère avec l'appui des partenaires, est à sa 2e édition. Vous nous avez instruits pour vous proposer des mesures pour prendre en charge ce déficit d'information en matière d'accompagnement sur la santé, la sexualité et les services de santé de reproduction. Notre démarche est d'aguerrir la génération montante en la dotant de connaissances et compétences de vie susceptibles de les rendre pas comme des personnes exemptes d'erreurs, mais des personnes suffisamment averties
capables d'anticiper sur les conséquences de leurs actes. Plus d'IST et de grossesse non désirée, c'est l'objectif. Pour l'atteindre, communication, offre de services en santé sexuelle et reproductive et séances de dépistage sont mises à contribution. Et c'est votre raison d'être qui est votre moteur. L'aspect innovant cette année est l'implication de l'Institut national de la femme déterminé à bouter le harcèlement sexuel hors des universités. Le bilan de la semaine semble satisfaisant. Il n'est plus possible, comme Madame la SE l'a dit, que l'enseignant sorte de son rôle. Donc, nous allons prendre les dispositions pour sanctionner et sanctionner avec la dernière rigueur. Nous avons enregistré des cas qui ont été adressés. Les commissions administratives paritaires ont fait leur job et vous avez certains enseignants qui ont été carrément suspendus. Plus de 1000 étudiants ont été impactés cette année, repartant chez eux plus aguerris et nantis d'informations. Et puis, la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin est un outil principal de lutte contre le harcèlement sexuel. Dans son exposé face aux étudiants, la secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme a insisté sur la nécessité de lutter contre le phénomène en milieu universitaire. La question du harcèlement sexuel a été placée vraiment au cœur de cette activité parce que c'est un phénomène qui s'étend et c'est un phénomène auquel il est urgent de mettre fin. Parce que nous sommes dans la dynamique de l'encouragement à l'éducation de la jeune fille et nous sommes en train de pousser à un moment où nous constatons que plus on monte de niveau d'enseignement, moins on voit des filles. Et donc c'est toujours un bonheur de voir quand même un certain nombre de filles à l'université et le comble serait que pour avoir fait tout ce chemin, pour avoir fait tous ces efforts, que quand elles arrivent à l'université, qu'elles ne puissent pas étudier au même titre que les jeunes étudiants du sexe masculin avec une égalité de chance, une égalité d'opportunités. Le comble aussi, c'est lorsqu'on observe que cet environnement serein que le gouvernement s'emploie à créer au niveau des universités soit perturbé non pas tant par des facteurs externes que par des facteurs internes. Et que malheureusement ce soit certains enseignants, certains formateurs indélicats qui soient la cause du blocage, de la perturbation, de la sérénité des étudiantes dans le cours de leurs études. Il était important de profiter de cette occasion pour rappeler le contenu de la loi, rappeler la sévérité des sanctions. Désormais, l'État et en cela l'Institut national de la femme est le bras opérationnel de la préparation des dossiers pour lesquels la CRIET et les juridictions ordinaires vont pouvoir entrer en condamnation. Redoubler d'efforts pour accélérer le changement, tel est l'engagement pris en 2017 par les acteurs pour mettre fin au mariage des enfants. Après 5 années de veille et d'action sur le terrain, l'heure est au bilan et un forum s'y consacre. Brice Thibozo et Alessandra Adjotan. 3 filles sur 10 au Bénin, mariées avant l'âge de 18 ans. Une révélation de l'enquête mixte de 2014 qui ne pouvait laisser indifférent. Le 16 juin 2017, en présence des acteurs de la communauté et soutenu par les partenaires techniques et financiers, le ministère des Affaires sociales lançait la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants. Nous avons vu qu'il y avait une forte pression sur les parents, que les filles notamment n'avaient pas la possibilité, n'avaient pas de recours pour refuser le mariage, qui avait comme un silence coupable de tout le monde. Durant 5 années, la lutte a porté sur 3 axes majeurs. Briser le silence, promouvoir la culture de la dénonciation et lutter contre l'impunité. L'UNICEF, avec l'appui financier des Pays-Bas, a accompagné le gouvernement et les organisations de la société civile dans la mise en œuvre d'actions stratégiques de renforcement des systèmes de protection de l'enfant, telles que l'opérationnalisation de la ligne d'assistance aux enfants, le renforcement des capacités des jeunes et adolescents et adolescentes pour leur propre autoprotection et une mobilisation communautaire
Il faut que l'enfant cesse d'être perçu comme une source de main-d'œuvre gratuite ou soit victime d'abus divers, de maltraitance, d'exploitation, de violence. Il faut que la petite fille cesse d'être même imaginée comme une épouse potentielle à donner en mariage. Et c'est l'occasion pour les participants de relever les bonnes pratiques découlant de nos actions à divers niveaux en vue de définir ensemble de nouvelles lignes de conduite plus efficaces. Ce forum bilan répond à la proposition de l'Union africaine qui, à l'occasion de l'édition 2022 de la Journée de l'enfant africain, a appelé les États à faire le bilan de la lutte pour l'élimination des pratiques néfastes envers les enfants. Et pour éduquer au Bénin également, l'heure est au bilan. Les acteurs font un point d'étape sur le projet de renforcement du droit à l'état civil des enfants des départements du Borgou et de l'Alibori. Ils évaluent aussi les démarches entreprises pour réduire les difficultés des populations en matière d'accès à l'état civil. Les détails avec Marlène Kassa et Simon Villon. Le système d'état civil béninois impose de nouvelles habitudes et précis. Le projet de renforcement du droit à l'état civil des enfants les a adoptés. Mais que donne ce choix 12 mois après? La question est au cœur de cet atelier. Après un an de mise en œuvre de cette réforme, il était donc nécessaire d'initier une rencontre pour analyser sa pertinence à travers l'efficacité des dispositions qu'elle porte en vue de l'identification exhaustive de toutes les nouvelles naissances, notamment celles qui interviennent dans les milieux les plus enclavés de nos communes. Pour rappel, le dit projet dénommé précis a été financé par l'Union européenne, que je voudrais saluer ici pour s'être intéressé au processus de déclaration des naissances au Bénin. Nous espérons que les efforts vont continuer pour garantir aux enfants leur droit à l'identité. Du côté de l'exécutif, la démarche du précis est saluée et le témoignage des bénéficiaires rappelle la pertinence de cette initiative de Educo. Je veux dire merci encore à Educo pour cet exploit qui a permis quand même à nos parents de rentrer en possession de nos actes des actes de naissance et d'améliorer les conditions d'accès à l'enregistrement des naissances. Nos agents sont formés, nos bureaux sont équipés de matériel informatique haut de gamme. C'est heureux qu'aujourd'hui nous changeons de méthode et je nous invite nous tous à accompagner ce mouvement parce que, in fine, nous serons les grands gagnants. Je le dis toujours, le processus connaît encore son petit bonhomme de chemin et quand nous aurons terminé, le chef de l'État l'a encore dit, d'ici à là, nos parents, pour la quête par exemple du passeport, ne seront plus obligations de venir à Cotonou. Après ce témoignage, un seul appel à l'endroit des responsables du projet vient des bénéficiaires, la capitalisation des acquis pour la pérennisation du projet. L'huissier de justice à l'ère de la digitalisation, c'est la thématique au centre de la 6e édition de la conférence Afrique-Europe des huissiers de justice. Les travaux ont été officiellement lancés par Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, la ministre du numérique et de la digitalisation qui représentait également le garde des Sceaux, Marcel Arrossi et Michel Aigué. Des têtes pensantes. L'huissier de justice à l'ère de la digitalisation, c'est tout ce qui préoccupe ici et qui va retenir l'attention de ce beau monde durant 3 jours. C'est pour la 6e fois que les huissiers de justice de l'Afrique et de l'Europe se rencontrent de cette façon. Il serait important de rappeler que l'organisation de cette 6e rencontre par notre pays a été obtenue par mon dynamique et regretté prédécesseur, le président Marcelin C.Zosumbo, paix à son âme. 1 minute de silence en mémoire de ce dernier et la séance continue. Dans le prolongement des précédentes éditions, les assises actuelles ont vocation à édifier les huissiers de justice sur les impacts des nouvelles technologies de l'information et de la communication. À notre humble avis, l'entrée de notre profession dans la digitalisation est incontournable. Elle est inéluctable, mais présuppose une volonté politique et l'existence d'un cadre juridique approprié qui doivent être réalisés par nos pouvoirs publics. Cette rencontre est organisée sous l'égide de l'Union internationale des huissiers de justice. L'Union internationale a trouvé dans la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin et en son président, Maître Charles Kovy, un partenaire fort
et digne de confiance pour l'organisation de cet événement phare. Rôle et place de l'huissier de justice dans un monde de plus en plus digitalisé, le thème est plus que jamais d'actualité. De nos jours, il est difficile d'exercer la noble profession que vous avez choisie sans s'ouvrir au numérique. L'huissier professionnel de 2022 ne peut plus exercer comme son confrère de 1970. Dans la mesure où le numérique y a introduit de nouvelles méthodes de travail qui viennent s'agréger à ces tâches traditionnelles. Dans cette exaltante entreprise d'adaptation, le soutien de notre gouvernement ne fera pas défaut. Les premières rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice ont eu lieu pour la première fois en 2008 à Libreville, au Gabon. Les travaux de l'audience juridictionnelle et de simulation de la Haute Cour de justice sont lancés. Cette activité, la première au titre de l'année 2022, s'inscrit dans le plan de travail annuel de l'institution et vise à contribuer à l'effectivité du fonctionnement de la Haute Cour de justice. Brice Rumbor et Nathalie Doris au Olabi. Pour cette audience juridictionnelle de simulation, la Haute Cour connaît d'un dossier fictif de poursuite de 2 ex-ministres de gouvernement. Ils sont poursuivis pour corruption dans la passation des marchés publics, détournement de deniers publics et détournement de biens publics. L'exercice vise à permettre aux juges d'être aguerris sur la pratique du procès devant la Haute Cour de justice. Ce procès simulé rentre dans la contribution de la Haute Cour de justice à l'œuvre de construction et de consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. En effet, la mission constitutionnelle de la haute juridiction est délicate et il faut que les différents acteurs soient préparés à assurer et assumer cette charge à tout moment. Selon la Constitution du 11 décembre 1990, la Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison des faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des membres de l'exécutif obéit à une procédure complexe qu'il faut pratiquer et maîtriser. Et je voudrais vous remercier, Madame le Président de la Haute Cour de justice, pour l'initiative de ce deuxième exercice. Si l'audience juridictionnelle de Nati Tengou a été porteuse d'enseignement, celle de Porto Novo se veut porteuse d'espérance. Session d'orientation et d'échange sur le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de la situation du Bénin. C'est une initiative des députés de l'Assemblée nationale inscrite dans le cadre de la campagne panafricaine Zéro Palu, je m'engage, soutenue par le ministère de la Santé et Speak of Africa, Christelle Tongodo, Rodrigue Babaguito et Bruno Roteko. C'est une session qui revêt une importance capitale au regard du thème choisi, le plaidoyer et le suivi budgétaire en faveur de l'élimination du paludisme. Le paludisme, un mal qui reste une menace dans toute l'Afrique subsaharienne. Alors que tant de personnes sur le continent souffrent de cette maladie, pourtant évitables et traitables, il est essentiel de continuer à investir, à innover et à agir, car aucune région n'est aujourd'hui épargnée des conséquences de la maladie du paludisme. Une meilleure priorisation et une augmentation subséquente de la part du budget national alloué à la santé et plus particulièrement à la lutte contre le paludisme. C'est l'un des objectifs de cette rencontre. La lutte contre ce fléau comporte d'importants défis à relever, notamment la couverture élevée en moustiquaires imprégnés des herbicides à longue durée d'action et la définition de nouvelles stratégies pour leur utilisation effective par la communauté. L'amélioration du traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes et les nourrissons à travers le PEV et les campagnes de chimioprévention du paludisme saisonnier. La gestion de la résistance aux antipaludiques, aux vecteurs et aux insecticides. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important pour nous de maintenir ces acquis et aller de l'avant. C'est dans cette optique
que nous avons décidé de soutenir à travers les initiatives stratégiques du champion honorable Akhenatonde est inscrite dans le cadre de la campagne panafricaine Zéro Palu, je m'engage, l'organisation de cette session dédiée au plaidoyer et de suivi budgétaire en faveur de la lutte contre le paludisme ici au Bénin. Selon les derniers chiffres de l'OMS, la population exposée au paludisme en Afrique a quasiment doublé avec plus de 220 millions de cas et 602 000 décès. Et puis, une boussole est désormais disponible au Bénin pour l'élaboration des plans communaux de développement agricole. Le guide méthodologique a été validé à la faveur d'un atelier. Il a réuni toutes les parties prenantes. William Tchoki et Bruno Khotekpo. Les plans communaux de développement agricole, PDC, ne traduisent pas toujours cette vocation agricole des communes. Ce sont des documents qui font défaut dans la plupart des collectivités territoriales du Bénin. Des plans communaux de développement agricole, une boussole mise à disposition, un référentiel commun auquel les différents acteurs doivent recourir pour concevoir les stratégies de développement agricole au plan communal. Le PCDA est un intrant pour l'élaboration de plans de développement communal PDC plus sensibles à l'agriculture. Il favorise l'exploitation effective des potentialités agricoles de chaque commune du Bénin et constitue un outil de mobilisation de ressources par les communes pour la réalisation des investissements agricoles structurants. Ce guide d'élaboration des PCDA propose une démarche inclusive et participative avec des méthodes et outils appropriés pour la conduite du processus. Il assure aussi la planification agricole au plan local. Je vous invite, lors de la validation de ce livrable, vraiment de veiller à ce que lorsque ce guide sera rendu disponible auprès des différents acteurs, d'en faire un outil constructif, utile pour justement avoir des plans de développement communaux agricoles qui répondent justement aux besoins et aux priorités que peuvent avoir les acteurs au niveau territorial. Ce guide se veut aussi un outil constructif et utile pour avoir des plans communaux de développement agricole répondant aux besoins, priorités et potentialités agricoles de chaque commune du Bénin. Les parties prenantes du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin PROCER s'approprient le document de la stratégie de mise en œuvre du projet pour les travaux. Il se retrouve pour un atelier de 3 jours à Parakou. Kolaole Boniface Biao. Cette rencontre de Parakou vise à placer chaque acteur dans le rôle qui est le sien. Le document de la stratégie de mise en œuvre du projet rendu disponible, il a alors été jugé opportun de le partager avec les différentes parties prenantes. C'est ce qui justifie la tenue de la présente rencontre afin que chaque partie puisse s'approprier les actions du projet et s'assurer de son rôle et de ses responsabilités dans la démarche opérationnelle pour l'atteinte des résultats. L'espoir est nourri qu'au terme de ces travaux, chaque acteur comprenne mieux la dynamique du projet et puisse assumer efficacement ses responsabilités. Je suis persuadé que ces travaux permettront aux acteurs du développement local que nous sommes de nous approprier l'approche d'intervention du projet PROCER et notre part de responsabilité dans la relève de ce défi commun. Et pour qu'il en soit ainsi, une invite à une écoute attentive et à une participation réelle est faite à tous les participants. En espérant que les objectifs fixés à la présente retraite soient atteints, j'invite tous les acteurs ici présents à porter une attention soutenue et à contribuer aux échanges qui se dérouleront au cours de ces 3 jours de partage. L'atelier rassemble les acteurs de la partie septentrionale du projet après celui de Boycon qui s'est tenu du 14 au 16 juin dernier.
Invité sur l'émission Le gouvernement en action, le ministre Oswald Omeki a fait le point des actions menées au thème des 12 premiers mois d'exercice du second quinquennat de Patrice Talon. Dans l'élément qui va suivre, Herman Rodrigue Amégan nous relate les grandes lignes à retenir des propos du ministre des Sports. Dans chaque domaine, nous prenons comme référence les meilleurs modèles au monde et ce sont ces modèles que nous voulons atteindre, voire dépasser. C'est un grand oral empreint d'optimisme pour le patron des sports. 58 minutes durant, Oswald Omeki écume l'actualité de son secteur, les succès aussi bien que les infortunes. Acte 1, la question des classes sportives. La première preuve qu'on a de l'efficacité de tout ceci, ce sont les jeunes qui, comme vous le voyez aujourd'hui, sont partis de ces classes et sont dans nos différentes sélections nationales, notamment au foot, où on a quelques jeunes des classes sportives qui sont dans l'équipe nationale cadette. Autre gros point marqué par le sport béninois, la signature de cette convention avec la Ligue nord-américaine de basketball, la NBA. Ce qu'il faut dire, c'est que ce genre de partenariat a pour but d'offrir à notre pays, dès maintenant, le partenaire le plus sérieux, le plus prestigieux dans la discipline. Un partenaire de taille extra large pour booster le basketball béninois qui opère progressivement sa mue. À l'image du championnat national de football, où les sociétés sportives impulsent une dynamique professionnelle. Alors oui, faut bien faire voir ou bien torpiller les performances des athlètes. L'unité de production de contenu voit déjà le jour pour assurer le service après-vente. C'est pour révéler le sport béninois, pour le montrer au monde dans les normes et standards acceptables, que nous avons fait cet investissement important. Le Bénin aura bientôt son boulodrome aux normes internationales pour accueillir les championnats du monde 2022 de pétanque. Oswald Omeki rassure. L'entreprise est déjà sélectionnée, nous sommes en train de démarrer et ce boulodrome sera prêt dans un délai d'environ 12-14 mois au maximum. Et si les résultats au sein de l'équipe Fagnon de football semblent être peu reluisants, provoquant la colère des supporters, le ministre des Sports tente de faire descendre le mercure. Si vous avez des joueurs qui ne sont pas titulaires, ne vous attendez pas à ce qu'ils soient plus performants que ceux qui ont 200 matchs dans les jambes en tant que titulaires. Donc c'est un travail progressif. Nous allons le faire en priant encore les uns et les autres de se souvenir de là où nous sommes partis, d'être indulgents et de nous faire confiance pour conduire la machine au bout. Calme et sérénité, pédagogie et persuasion pour un exercice de reddition de comptes. Le gouvernement est en action pour le rayonnement du sport béninois. Nous avons commencé à faire quelque chose de beau pour notre pays. Le niveau de maturité n'est plus loin. Nous avons encore besoin d'un peu de travail. Continuons à le faire avec humilité. Et puis, hors du Bénin, la Cour suprême des États-Unis vient de révoquer le droit à l'avortement, un droit consacré depuis 50 ans au pays de l'oncle Sam. Motif évoqué par la Cour, ce droit est inconstitutionnel. Les anti-IVG s'en réjouissent pendant que les partisans s'en plaignent. Nous vous invitons à suivre quelques réactions de dirigeants de divers pays, dont Donald Trump, l'ancien locataire de la Maison-Blanche. C'est une volte-face historique. La très conservatrice Cour suprême des États-Unis a enterré ce vendredi 24 juin un arrêt qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américains à avorter. Et depuis, les réactions de dirigeants internationaux s'enchaînent. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déploré sur Twitter une nouvelle horrible. Son homologue française, Elisabeth Borne, a quant à elle regretté un jour sombre pour les droits des femmes, tandis qu'Emmanuel Macron a qualifié l'avortement de droit fondamental pour toutes les femmes et a affirmé qu'il fallait le protéger. Le Premier ministre belge Alexander De Croo s'est dit très inquiet, ajoutant qu'interdire l'avortement ne conduit jamais à une baisse de leur nombre, seulement à des avortements plus dangereux. C'est la volonté de Dieu, déclare Donald Trump, l'ex-président des États-Unis, qui a nommé 3 des juges suprêmes ayant approuvé la suppression du droit constitutionnel à l'avortement, a déclaré sur Fox News que la décision répondait à la volonté de Dieu. La décision suit la Constitution et ramène le choix d'autoriser l'avortement au niveau des États, ce qui aurait toujours dû être le cas, a ajouté l'homme d'affaires. Une nouvelle arène s'ouvre selon Mike Pence en renvoyant la question de l'avortement aux États et au peuple. La Cour suprême a réparé une erreur historique
s'est félicité sur Twitter l'ancien vice-président Mike Pence, ancien bras droit de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les libertés fondamentales attaquées pour Barack Obama. Aujourd'hui, la Cour suprême a non seulement renversé près de 50 ans de précédents historiques, elle laisse également au bon vouloir des politiciens et des idéologues la décision la plus personnelle qui soit, a déclaré l'ancien président démocrate Barack Obama sur Twitter, accusant la haute juridiction d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines. Et puis cette décision est une erreur tragique selon l'actuel président des États-Unis. Joe Biden, le démocrate de 79 ans, fervent catholique, a également mis en avant la menace que représente ce jugement pour d'autres droits, comme le droit à la contraception. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.